Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro s'alignera fin octobre sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès à bord d'un bateau dernier cri Paprec Arkea avant de s'attaquer à son premier Vendée Globe l'année prochaine. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra 5 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 133e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 25 septembre, il est 10h35 exactement. Nous enregistrons avec un jour d'avance car Tip & Shaft organise mardi à Nantes la 7e édition de Tip & Shaft Connect, le rendez-vous business et impact de la voile de compétition. Nous allons revenir aujourd'hui avec un petit peu de recul sur la 54e édition de la solitaire du Figaro Paprec qui s'est achevée par la remise des prix le 16 septembre à La Baule. Pour évoquer cette édition qui aura été particulièrement animée, un invité unique aujourd'hui, son directeur de course, Yann Château, qui est chez lui en Sologne du côté d'Ivoile-Marron. Salut Yann. Salut Axel. Bon Yann, avant d'échanger avec toi, je vais faire un petit récapitulatif de cette solitaire 2023 qui aura vu la victoire sur la première étape entre Caen et Kinsale de Tom Dolan. C'est ensuite Basile Bourgnon qui s'est imposé sur la deuxième étape en Ben Morlaix, tandis que Jules Delpech, deuxième sur la ligne, a finalement été déclaré vainqueur de la troisième étape à Piriac-sur-Mer pour des raisons que l'on va développer ensemble. La victoire finale est revenue à celui qui aura été finalement le plus régulier de cette édition, Corentin Aurault, vainqueur pour sa 7e participation. Le skipper de Banque Populaire devançant Basile Bourgnon sur Edenred, Loïs Béréard, skipper massif 2022. Au classement des bisous, c'est Victor Lepape sur Région Bretagne CMB Espoir 9e au général qui rafle la mise devant Romain Le Gall et Julie Simon. La fin de cette solitaire a été marquée par la découverte de cas de triche avérée de la part de 2 skippers, Benoît Tudury et Pierre Daniello, qui ont téléchargé en course des fichiers météo Grip, ce qui est formellement interdit et a entraîné leur exclusion pure et simple de la course. Yann, voici pour ce petit résumé de cette 54e édition qui aura donc été assez animée et riche en rebondissements. Comment le directeur de course se sent une grosse semaine après le clap de fin de cette solitaire? Plutôt reposé malgré tout, parce que c'est vrai que cette solitaire était quand même sous le signe des petits airs, ce qui était assez différent l'année dernière. C'était pas la même forme de stress et pas la même fatigue occasionnée. Donc plutôt reposé en pleine préparation de la Transat Jacques Vabre. Bon, donc tu ne chômes pas déjà à peine terminé une course, tu rebascules sur une autre. Disons que les 2 événements s'enchaînent relativement et qu'il y a effectivement la préparation de la Transat Jacques Vabre qui va accueillir quand même beaucoup de bateaux, une petite centaine. Donc ça prend du temps de préparation également. Donc effectivement, pas trop de place au repos. Bon, écoute Yann, on va revenir un petit peu dans le détail sur cette 54e édition de la solitaire. Est-ce que tu peux déjà nous raconter comment se trace le parcours d'une solitaire? Est-ce que le parcours est décidé longtemps à l'avance? Quels sont un peu les critères qui font que vous allez choisir tel ou tel parcours? Le parcours, il se trace forcément en fonction des villes hautes.
Donc dès que on les a, on commence à y travailler, à y réfléchir. Et puis après, le parcours, moi je le trace de façon à ce qu'il soit ouvert si possible, et puis qui l'explore un maximum les mers environnantes de la France. Donc c'est vrai que cette année, avec les escales qui étaient prévues, c'était quand même assez idéal, parce qu'on a pu faire de la Manche, de la mer Celtique, de la mer d'Irlande, un petit bout de golfe de Gascogne du fait des conditions météo vraiment light pour la dernière étape, mais en tout cas, il était assez varié. Les villes d'accueil, c'est forcément l'organisation qui les cherche, qui noue les contacts. Mais est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus? Est-ce que au moment de décider du parcours, on te sollicite? Est-ce que le directeur de course a son avis sur la question? Oui, oui, on est en échange assez régulier avec OC Sport Penduic là-dessus, sur déjà la faisabilité des villes accueil, et puis voir éventuellement si on peut les moduler sur l'escale 1, l'escale 2, l'escale 3 pour apporter de la richesse sur le parcours. Quand tu parles de parcours ouvert, tu veux dire quoi? Bah, un parcours ouvert, pour moi, c'est un parcours où justement on peut laisser libre cours aux choix stratégiques, hein. C'est en ça que la solitaire du Figaro Paprec, elle est un peu différente des courses d'avant-saison. C'est qu'on est sur des courses déjà un peu plus longues, hein. On est aux alentours de 600 000, 650 000, avec un objectif de départ le dimanche et une arrivée le jeudi, donc 4 nuits, 4 nuits en mer. Et ça permet aussi d'avoir des segments très ouverts, hein. Par exemple, sur la première étape, on avait une partie, on va dire, un peu côtière, avec une double traversée de la Manche et 4 marques de parcours. Et puis une deuxième partie avec un segment de quasiment 300 000 qui était libre entre les Hauts-de-Bréa et le Fastnet, avec notamment les DSC des Scilly sur la route, qui peut permettre des choix. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur l'étape 1, pardon, avec des concurrents qui ont choisi de passer au nord du DST ouest des Scilly, d'autres au milieu et d'autres au sud. Vous avez renoué cette année avec les escales à l'étranger, très très prisées des coureurs, hein. Je crois que la dernière fois que la solitaire avait été à l'étranger, si je m'en souviens bien, c'était en 2008, en 2018, pardon, en Espagne. Est-ce que c'est un vœu de la part des organisateurs, des coureurs? Parce que je sais que pour les organisateurs, c'est pas simple, parce qu'il y a peut-être pas les villes étrangères ont moins la culture de financer les escales à la maison. Alors, ta mémoire te fait défaut, cher Axel. C'était en 2019 avec Kinsale. Ah, Et ce qui a généré aussi une difficulté sur les villes étrangères, c'est forcément la pandémie de Covid-19, hein. Donc 2020, c'était forcément impossible d'aller à l'étranger. 2021, c'était compliqué. 2022, pour OC Sport Penduic, c'était une grosse année avec la route du Rhum, donc pas forcément le temps de démarcher des villes étrangères. Donc c'est une conjoncture qui a fait que c'était effectivement compliqué de renouer avec une ville étrangère avant 2023. C'est chose faite, et ça devrait quand même s'inscrire dans la durée. d'accord, bon, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'était mea culpa, c'était en 2019 à Kinsale, et c'était bien Johan Richomme qui s'était imposé sur la première étape de cette solitaire, qui va remporter par la suite, devant Tom Laperche d'ailleurs, qui était bisu. Parlons maintenant un peu du déroulé sportif de cette 54e édition, avec une première étape déjà animée, beaucoup de retournements de situation, et à l'arrivée, une victoire de Tom Dolan, deuxième sur la ligne derrière Benoît Tudury. Elle s'est jouée où, Yann, cette première étape? Ouais, elle s'est jouée plutôt sur le finish, hein. Elle s'est jouée au niveau du passage des Scilly, et on va dire de la ley line Fastnet, hein. On était sur un flux d'ouest s'orientant sud-ouest. Donc il fallait trouver le bon point de virement. Certains l'ont fait vraiment au nord des Scilly en passant à l'intérieur, enfin entre les deux DST, hein. D'autres sont décalés plus dans l'ouest et sont retrouvés peut-être un peu over les lines, donc à faire un peu de chemin en trop, et c'est ceux du dessous qui sont finalement ressortis. Donc c'était voilà, sur le choix du virement de bord pour la gestion de cette bascule de vent au sud-ouest.
Déjà, à l'issue de cette première étape à Kinsale, il y a eu du jury, des décisions. Benoît Tuduri, qui avait remporté l'étape sur l'eau, a été déclassé quatrième. D'autres coureurs ont été aussi écopés de pénalités de la part du jury. Je crois Julie Simon, Edouard Golbery et Ben Bisley, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi dans chaque cas et comment ça se passe après une étape, le jury? Et ben donc Benoît Tuduris, c'était pour du matossage en extérieur, qui est interdit par les règles de classe Figaro. Et les trois autres, hein, donc Julie, Ben et Ed, c'est pour être rentré dans une zone interdite, de pas grand-chose, mais quand même rentrer dedans. Et donc ça, c'est sanctionné. Donc nous, on suit les bateaux sur l'eau, on a les reports de traces AIS et les reports de positionnement par des balises de positionnement. Et quand il y a des infractions de ce genre, moi, je les fais remonter au comité de course qui réclame contre les concurrents pour être pénétré dans ces zones interdites. D'accord. Et pour Benoît, quand tu parles de matossage extérieur, c'est quoi en l'occurrence et qui s'en est rendu compte? Il faut que quelqu'un réclame contre lui. Qui a réclamé contre lui en l'occurrence? Alors en fait, il y a plusieurs possibilités, hein, de réclamation. Ça peut être les concurrents entre eux. Alors c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Les concurrents ont tendance à plutôt solliciter la direction de course et le corps arbitral pour éviter de se réclamer entre eux. C'est une culture, on va dire, qui a bien évolué sur les 10 dernières années, hein. Et où ça peut être donc la direction de course qui fait un rapport au comité de course ou au comité technique, ou alors le comité de course, le comité technique de eux-mêmes peuvent aussi réclamer. En l'occurrence, pour le cas de Benoît Tudury, c'est le corps arbitral qui s'est saisi du dossier sur des photos faites par le bateau Media Express qui suivait la course. D'accord. Et ça voulait dire quoi en l'occurrence, ce matossage extérieur? Bah, il y avait un bidon et un seau accrochés à la filière au vent, donc ce qui est interdit. En Figaro, on a le droit de matosser, hein, par rapport aux régates IRC classiques. Par contre, tout le matossage doit se faire uniquement à l'intérieur du bateau, hein, et non à l'extérieur. Donc là, c'était vraiment côté filière à l'extérieur. Benoît là-dessus a écopé d'une pénalité de 30 minutes, qui peut sembler beaucoup ou peu compte tenu de l'infraction. Le jury a estimé qu'il ignorait la règle, d'où une pénalité jugée peu sévère par le milieu de la voile. Très bien. Passons à la deuxième étape, celle qui va finalement décider en grande partie du sort de cette solitaire, avec un chamboule-tout général. Et à l'arrivée, la victoire de Basile Bourgnon, revenu un peu de nulle part, avec Corentin Auro et Loïs Béréard derrière lui. Guillaume Pirouel nous a raconté dans Tip and Shaft de vendredi dernier comment il est passé en quelques heures de 30 000 d'avance sur le paquet, sur le peloton, avec à 20 000 de retard le lendemain matin. Est-ce que toi, du côté de la direction de course, tu l'avais vu venir ce coup? Il y a un gros groupe qui avait pris pas mal d'avance à l'île de Man. Il y avait aussi, si je me trompe pas, notre ami Malouin, dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir, qui était en tête de ce groupe. Et finalement, ils se sont fait reprendre le long des côtes galloises. Tu l'avais vu venir ce coup, Yann? Pour retracer un peu l'histoire de cette étape, hein, c'est vrai qu'on a eu déjà dès la partie Sud-Irlande un groupe qui a optionné à terre pour jouer la renverse de courant et un effet de côte à gauche, dont Hugo Dallène qui s'est emparé de la tête jusqu'au phare de Chicken Rock au sud de l'île de Man. Donc ça, c'est vrai que ça a déjà creusé pas mal d'écarts, parce que ce groupe qui est passé en tête était sur un timing courant parfait pour le passage de South Arklow, qui était une marque dans l'est de l'Irlande, et le phare de Chicken Rock. Ils sont vraiment partis avec un timing de courant parfait pour eux, ce qui a généré des écarts assez importants. Et puis sur la descente, effectivement, au niveau de la pointe Saint-David, c'était compliqué pour le groupe de tête, parce que la zone était peu ventée et ils arrivaient sur un timing très défavorable pour eux sur le courant, c'est-à-dire début de renverse de montante avec le courant de face, avec 3 nœuds 5 de courant environ côté pointe, et 1 nœud 5 côté extérieur DST, hein. Il y avait encore un dispositif de séparation de trafic à ce niveau-là.
Donc le groupe de tête a fait le choix de continuer d'essayer d'avancer en passant dans l'ouest du DST, quand ceux qui avaient 30 000 de retard sont arrivés avec un timing courant plutôt favorable pour eux, hein. Eux, ils avaient pas de choix à faire. La trajectoire évidente pour eux, c'était vraiment de passer à l'intérieur. C'est vrai que le choix était pas simple pour les premiers. Après, on a Gaston Morvan, hein, qui était à la fin de ce groupe-là, un peu de tête, hein, il devait être aux alentours de la 10e place, qui a fait l'effort de retraverser, de repartir dans l'est, de rester un peu stoppé avec le courant en attendant la renverse. Ils ont eu un choix pas simple à faire. Ouais. C'est quand même du rarement vu de perdre 50 000 en si peu de temps sur une étape de solitaire. Alors, je sais pas si c'est du rarement vu, hein. J'ai pas encore, on va dire, l'historique de toute la solitaire, même si c'était ma 12e, pas en direction de course, mais sur les différentes missions, hein. Christian Lepape, qui est, je pense, une bible de la solitaire, disait que c'était aussi arrivé quand même plusieurs fois, notamment sur des cas de renverse de courant, hein. On se souvient aussi des échappées d'Aurigny en 2019, où effectivement il y a eu des écarts considérables qui ont pu être faits très rapidement. Oui, tout à fait. J'imagine que pour certains, à l'arrivée, ça devait être un peu la soupe à la grimace quand on prend 15 heures dans la vue avec une fin d'étape qui a été particulièrement longue. Comment était un peu l'ambiance à l'arrivée, d'autant qu'ils perdaient une nuit de sommeil par rapport à leurs concurrents arrivés avant eux. Ouais, ça c'était quelque chose de très dur, hein, pour beaucoup de marins et aussi pour leurs gars et pour moi, hein, parce que bah, ce scénario-là, on l'avait pas forcément imaginé, hein. Le run Arome de la veille faisait une traversée de la Manche avec un fluidesse de 20 nœuds et tout le monde arrivait dans l'après-midi, hein. Mais c'est vrai que c'est dur parce que bah, la solitaire, elle a ce côté-là, hein, c'est une course au temps, donc 5 000 à une arrivée à Kinsale avec du vent, ça fait une demi-heure, et 5 000 à l'arrivée à Roscoff avec pas de vent et des renverses de courant, ça peut faire 8 heures. Donc sur une même distance, un même jeu sur une étape, etc., on peut avoir des distances en temps qui sont considérables à l'arrivée, hein. C'est le jeu de la solitaire, mais c'est sûr que c'est dur. Moi, j'essaie d'accueillir tous les marins à Roscoff en baie de Morlaix pour ça. Mais ouais, oui, il y a beaucoup de déception et beaucoup de tristesse sur les visages. Pour beaucoup, c'est une année de préparation qui peut s'effondrer sur une arrivée comme ça. Très bien, on va parler maintenant de cette troisième étape, marquée par la première place sur la ligne de Benoît Tudury devant Jules Delpech et Elodie Bonafous, au prix de trajectoires qui avaient alors impressionné les observateurs, hein. Nous, on a fait un débrief de la solitaire où tout le monde était un peu bluffé par les performances de Benoît Tudury, ces trajectoires surtout. Est-ce que Yann, il y a eu rapidement des doutes autour de ça? Raconte-nous un peu comment était un peu l'ambiance à l'arrivée de cette troisième étape. Ouais, alors juste avant, avec ça, je me permets de raconter le début de l'étape, hein, parce que la solitaire est aussi belle pour ça et dure pour ça. C'est-à-dire que les 24 premières heures d'étape, on avait traversée de la mer d'Iroise à faire pour aller chercher l'occidental de Saint, sur une situation proche d'une dorsale, donc avec une évolution des concurrents vraiment faible sur les 24 premières heures. Tu le disais tout à l'heure, il y en a qui ont passé une 5e nuit en mer sur l'étape 2, et là, les concurrents ont très peu dormi, donc ils sont ressortis de ça avec un état de fatigue assez fort, et dès qu'ils ont retouché du flux, ils ont essayé de dormir un maximum. Après, sur la partie trajectoire, c'est difficile de jauger ça parce que j'échange aussi avec certains préparateurs météo. En l'occurrence, il y avait Corentin Douguet qui faisait la préparation pour Benoît Tudury et pour Corentin Auro. Et dans la préparation de Corentin Douguet, il mettait un poids sur la partie terrestre pour la descente vers la bouée en face du lac d'Ourtin. Donc, effectivement, les trajectoires de Benoît et Jules étaient assez marquées, mais c'était aussi dans les roadbooks météo de certains préparateurs, du fait des phénomènes thermiques avec un timing important pour rejoindre la côte. D'ailleurs, à ce jeu-là, c'est Jules Delpech, hein, qui a la plus belle trajectoire, hein, parce que Benoît Tudury va un peu tôt, reste un petit peu tanké dans le nord de l'île Dieu, alors que Jules Delpech, qui est derrière lui,
avant de faire l'option, qui sait pas d'ailleurs que Benoît Tudurie fait cette option-là. Euh, en panne plus tard, passe au studieux et arrive vraiment sur un bon timing pour la brise thermique sur les côtes vendéennes et recroise devant Benoît Tudurie. Donc, en tout cas, voilà, l'option était possible. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir télécharger légalement des fichiers météo sur le bateau de direction de course. Et c'est vrai que je route souvent un peu les extrémités pour me rendre compte de ce qui se passe. Et je dirais pas qu'il y avait une première suspicion parce qu'on peut pas être suspicieux de ça, mais il y avait quand même une certaine similitude entre le routage à Rome et les trajectoires. D'accord. Et de là, comment ça s'est passé après? Comment le jury s'est saisi de ce cas? Est-ce que tous les ordinateurs de tous les bateaux sont vérifiés? Comment ça se passe? Raconte-nous exactement la procédure à l'arrivée d'une solitaire. Alors, en fait, il y a pas spécialement de procédure écrite, hein, et c'est aussi ce qui a fait que ça a mis un petit peu de temps à se déclencher, c'est-à-dire que ça part parfois juste d'un sentiment, d'une impression, et puis au fil des discussions, le doute s'installe et à un moment donné, on se dit que bah on peut pas se permettre d'avoir du doute là-dessus. Donc, on a pris la décision de contrôler tous les ordinateurs pour vérifier de manière collective si il n'y avait pas de soucis là-dessus. Alors, quand je dis tous, je mens, hein. Il y en a un qu'on n'a pas fait, qui était le PC de bord de Laurent Givry, qui avait abandonné l'étape 3 et qui était à Lorient, donc qui n'était pas sur site. On n'a pas envoyé du monde vérifier son ordinateur là-bas. En tout cas, les 31 autres ont été vérifiés. Et sur cette vérification-là, c'est là qu'on s'est rendu compte que deux concurrents avaient téléchargé des fichiers GRIB sur leur ordinateur du bord. Et comment ça se passe après, dès lors qu'il y a cette découverte? Quelle est la suite? Bah, la suite, la direction de course fait un rapport au jury et le jury ouvre une instruction pour essayer d'établir les faits de ce qui s'est réellement passé avant de porter une décision. D'accord. Donc les deux marins ont été entendus et comment ils les ont chargés ces fichiers? Et alors, les 2 marins ont entendu. Pour Benoît Tudurie, c'est assez clair parce que il a avoué avoir pris une carte SIM électronique et donc pouvoir avoir accès à la 4G quand il était à proximité de terre. Pour Pierre Daniello, c'est un peu moins clair. Il dit qu'il a réussi à récupérer des réseaux Wi-Fi ouverts sur l'eau à proximité de cargo ou à proximité de terre. Voilà, l'enquête est encore en cours, on va dire, mais il y a suffisamment de faits pour que le jury puisse décider de l'exclusion de l'épreuve pour les deux skippers. D'accord. En l'occurrence, pour Pierre Daniello, au début, c'était juste une disqualification des étapes 2 et 3. Comment le jury a été amené finalement à prononcer pour lui aussi une exclusion? Et bah, suite à cette décision là et aux propos de Pierre Daniello, moi j'ai repris l'ensemble de la trace de l'étape 3 par rapport aux horaires de téléchargement des fichiers et j'ai croisé toutes les cibles AIS potentielles où Pierre Daniello aurait pu être proche d'un bateau à portée Wi-Fi, hein, c'est-à-dire 250 mètres dans le meilleur des cas, bien que la plupart des Wi-Fi, on est plutôt sur du 70 mètres. Et j'ai fait un dossier qui, selon moi, montrait que c'était pas possible d'avoir pu avoir des réseaux ouverts à tous les téléchargements. Le jury, avec ce dossier-là, a rouvert l'instruction, a entendu une nouvelle fois Pierre Daniello, qui a avoué certaines choses. Alors, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, suffisamment pour que le jury puisse prononcer son exclusion. Est-ce que tu peux nous rappeler le règlement précis sur la solitaire pour tout ce qui est météo? Bon, c'est pas que pour tout ce qui est météo, hein. En fait, la solitaire, c'est en solitaire. C'est-à-dire que c'est sans aucune communication avec l'extérieur, que ce soit du vocal, de la météo, du technique. Voilà, ils sont seuls sur leur bateau. Ils ont un iridium à bord qui est un iridium pour la sécurité, pour l'évacuation sécuritaire et pour qu'on puisse leur donner les classements et les bulletins météo qu'on diffuse à tout le monde par VHF.
Cet iridium-là, c'est les cartes SIM sont fournies par l'organisation, hein, pour pouvoir être contrôlées, hein. Donc on sait quels appels rentrent et sortent et quels SMS rentrent et sortent. Donc on contrôle le trafic de ces cartes SIM, ce qui nous permet de maîtriser normalement le volet communication. Comment ils ont expliqué ça, Pierre Daniello et Benoît Tudury? Je sais pas si toi tu les as entendus, tu as discuté avec eux. Comment ils l'ont expliqué? Est-ce qu'ils l'ont expliqué? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser au jury, hein. Moi, j'étais pas présent aux instructions et j'ai pas forcément beaucoup discuté avec eux sur le sujet, hein, parce c'est aussi quelque chose qui est dur à faire, hein, même si c'est le sport, qu'il y a des règles qu'il faut les faire respecter, c'est jamais très agréable de, de rentrer dans des démarches comme ça, parce que bah, on sait que même si ils ont triché, humainement, c'est aussi difficile pour eux. Je leur pardonne pas, hein, loin de moi l'idée de dire que c'est pas bien, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est simple à faire, et donc j'ai pas plus échangé que ça avec eux. J'ai laissé le jury œuvrer sur ce dossier. Et quelle a été, toi, ta réaction? Tu as été surpris parce que moi, de mémoire, moi, de suiveur de la solitaire, j'ai jamais entendu parler de cas jusqu'ici similaires. Il y avait toujours des suspicions, comme le rappelait Guillaume Pirouel vendredi dernier, mais il y a toujours eu des suspicions un peu sur des petites triches techniques, au niveau des carènes et autres, mais pas de là à avoir des suspicions sur les doutes et finalement des cas avérés de personnes qui téléchargeaient des fichiers. Comment toi tu as réagi sur le coup? Forcément déçu, hein, forcément déçu parce que bah la solitaire, elle est belle par la monotypie et par le fait que c'est aussi le marin qui fait la différence, que ça s'inscrit dans cette logique-là. Et venir sur une solitaire avec des velléités de faire autrement, c'est ne pas respecter pour moi cette course-là. Donc ouais, surpris, déçu, abattu, et puis aussi triste. Triste notamment pour Tom Dolan et Jules Delpech, qui auraient mérité de couper la ligne en vainqueur. Pour Tom en Irlande, je pense qu'il aurait vécu des émotions bien plus fortes qu'en arrivant second, et pour Jules aussi à l'arrivée à Payrac-sur-Mer. Et est-ce que c'est pas aussi dommageable pour l'image de la solitaire, dans le sens où maintenant quand on va avoir des gars ou des filles qui vont réussir des coups parfaits d'un point de vue météo, comme c'était le cas en l'occurrence, on va se mettre à douter à douter de leur performance? Alors moi j'ai pas cette impression-là, hein, parce que j'ai plutôt le sentiment que qu'on a montré que les règles étaient respectées ou devaient être respectées, hein. Il y a quand même pas mal de contrôles pendant la solitaire, divers et variés, hein. Je pense qu'on aurait plus à en souffrir, même si il y aurait eu de l'ignorance du public là-dessus, on aurait plus à en souffrir qu'il y ait des gens qui puissent tricher en toute impunité, ce qui vraisemblablement n'est pas le cas. Oui, effectivement, faut saluer effectivement le travail du jury qui a réussi finalement à détecter ces cas. Parlons maintenant de choses un peu plus positives et de la victoire de Corentin Auro sur Banque Populaire. Tu la qualifierais comment cette victoire de Corentin, dont c'était la septième participation? Et ben, je dirais mérité déjà pour commencer, hein. Alors c'est vrai que, alors je vais encore citer Christian Le Pape, hein, mais j'ai pas mal discuté avec lui aussi sur cette solitaire, parce que bah, on a eu des leaders, ou en tout cas des têtes de série qui sont retrouvés hors du classement général pendant la deuxième étape, notamment Guillaume Péruel et Alexis Loison, hein. Et Christian disait, je n'ai jamais vu dans toutes mes solitaires un vainqueur qui ne méritait pas de la gagner. Et c'est vrai que Corentin, il est passé un peu à côté de sa solitaire l'année dernière. Par contre, il était très présent en avant-saison. Cette année, en avant-saison, il était aussi relativement impérial. Il fait une belle transat Paprec avec Pauline Courtois. Donc, c'est pas une surprise que de le voir sur la première marche du podium. Finalement, le podium final avec Basile Bourgnon et Loïs Béréard au deuxième et troisième place. Bon, si on accepte les cas que tu viens de citer de Guillaume Pirouel et de Alexis Loison qui ont été victimes de cette deuxième étape, finalement le podium est assez logique. Bon, en tout cas, c'est pas un podium qui surprend, hein. Ces trois-là, ils étaient dans les favoris, dans les outsiders d'ailleurs de Tippenshaft. Donc c'est pas un hasard.
Basile, c'est sûr qu'avec sa façon de naviguer, à tenter souvent des petits coups, etc., on pouvait s'attendre à le retrouver aux avant-places. Et puis Loïs, il a gagné quand même la Transat de Paprec avec avec Charlotte, il va vite. C'est un habitué du circuit, donc effectivement les trois là méritent largement d'être présents sur ce podium-là. Quelles sont pour toi les éventuelles autres révélations de cette 54e édition, Yann? Une première révélation, c'est Hugo Dallène, mais bon, on l'avait vu aussi en avant-saison qu'il était assez bon. C'est pas une vraie révélation parce que j'avais navigué avec lui sur un Tour de France à la voile il y a déjà quelques années, hein. Mais Hugo, ouais, il faisait partie quand même des potentiels concurrents à viser une victoire en bisu. Il s'est complètement effondré sur l'étape 3 parce que bah, ça montre aussi que la solitaire, c'est une gestion qui est différente. Hein, c'est 3 étapes, c'est de la place au repos, c'est de réussir à tenir sur la durée. Donc je suis sûr que Hugo, on le retrouvera dans les années à venir. Et puis une autre révélation, moi, qui m'a pas mal impressionné, c'est Julie Simon, hein, qui est arrivée avec peu de moyens, pas de préparateur, qui s'est débrouillée, qui a été plein de fois dans les bons coups. Donc, je l'ai trouvé assez remarquable par rapport à son degré de préparation et faire vraiment une très belle navigation. On rappelle Hugo Dallène, dont je m'excuse d'avoir oublié le nom tout à l'heure, et a gagné la Mini Transat 2021 en série, à laquelle participait également Julie Simon. Parlons maintenant d'avenir. Yann, comment est-ce que tu connais déjà le parcours de la 55e édition de la solitaire du Figaro, Paprec? Est-ce que ça sera un format similaire de 3 étapes? Alors, on connaît pas déjà le parcours parce que tout n'est pas encore totalement calé. Par contre, ça sera un format similaire en 3 étapes et sur le même créneau de fin août, début septembre. Bon, avec un passage à l'étranger, tu disais qu'il y aurait une continuité là-dessus. Est-ce que ça sera éventuellement au programme? En tout cas, OC Sport, il travaille pour l'instant. Bon, on n'aura pas le scoop du parcours de la 55e édition, ça viendra plus tard. Yann, par contre, sur cette 55e édition, il y aura une grande nouveauté qui a été annoncée lors de l'escale à Roscoff, qui s'appelle l'étape by la solitaire. Ça veut dire la possibilité pour tout un chacun de disputer la première étape de la solitaire en double sur le même parcours que les vrais, entre guillemets, concurrents de cette 55e édition. Raconte-nous un peu comment cette idée est venue et comment ça va se gérer d'un point de vue opérationnel. Bah, l'idée, elle est venue d'un travail collaboratif entre la classe Figaro, Paprec et OC Sport Penduic. L'idée était de pouvoir rendre un peu plus accessible la solitaire, ou en tout cas favoriser la venue de nouveaux skippers dans ce domaine-là, et mélanger aussi le côté amateur à entre guillemets sport professionnel, hein, parce que c'est vrai que on a peu d'amateurs qui viennent sur la solitaire. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Laurent Givry dans ce domaine-là. Tu me demandais quelles étaient les personnes qui m'avaient impressionné. C'est vrai que Laurent, en arrivant en pur amateur non entraîné, a fait des belles étapes et des belles choses, notamment sur la première moitié de la deuxième étape. Et je pense que c'était important aussi pour l'ensemble des acteurs de leur montrer que bah, dans la solitaire, on pouvait avoir une place pour les amateurs éclairés et pour pouvoir vivre ces choses-là. Après, le format en double, il semblait être nécessaire parce que solitaire, ça s'improvise pas non plus. Il y a des courses de qualification pour ça. C'est un format qui est assez dur, hein, physiquement et mentalement. Et donc, pour la rendre le plus accessible possible, le double nous semblait être la bonne solution pour avoir un process de qualification qui soit plus allégé et qu'il n'y ait pas non plus de confusion entre la solitaire et l'étape by la solitaire. Ouais, l'idée, c'est de désacraliser un peu cette solitaire qui est considérée comme difficilement accessible, en tout cas comme une course dure. C'est vraiment ça, c'est d'ouvrir une nouvelle passerelle pour qu'il y ait effectivement, il y a eu une époque où il y avait beaucoup plus d'amateurs sur la solitaire. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment un des objectifs, hein. Ça peut aussi permettre à des jeunes de venir voir ce qui s'y passe, mais de faire la part belle aux amateurs. On a d'ailleurs eu déjà plusieurs demandes, questions, préinscriptions là-dessus. Ça semble avoir un certain succès.
Et je pense qu'il faut pas hésiter à rappeler que cette solitaire, elle est aussi très très riche pour les amateurs, même si sportivement, ils peuvent pas prétendre spécialement à un top 10 en arrivant non entraînés. Par contre, ils peuvent finaliser le parcours, ils peuvent apprendre beaucoup en voile, ils peuvent apprendre beaucoup sur eux-mêmes. On a eu plusieurs exemples d'amateurs qui sont venus vivre l'expérience de l'Une solitaire du Figaro pour l'aventure que ça procurait. Et cette notion d'aventure humaine, c'est vrai qu'elle a un peu disparu de la solitaire du Figaro Paprec et c'est un souhait de pouvoir l'y retrouver. Bon, on rappelle que effectivement, ce sera en double. Est-ce que et qu'il y aura surtout un classement spécifique pour cette étape Baila solitaire? Combien de bateaux vous espérez pour cette première, Yann? Eh bah, écoute, j'en ai aucune idée. Disons qu'une dizaine, ça sera déjà bien. Très bien, bah, rendez-vous l'année prochaine pour cette 55e édition de la solitaire. On va finir par la suite du programme pour toi. Tu nous l'as dit au départ que tu étais maintenant, tu basculais d'ores et déjà sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Comment se présente cette édition 2023 de la Transat en double, Yann? Eh bah, je te présente plutôt bien, hein. C'est vrai qu'elle va encore battre son record du nombre de participations. Après, c'est pas sa première fois au Havre, hein, depuis le début. Le départ est du Havre, donc l'équipe est bien rodée, notamment avec Francis Le Goff à la direction de course. Et puis on a une équipe en Martinique qui fait aussi un boulot incroyable. Donc on part faire une visite pour préparer les arrivées avec Francis d'ici une dizaine de jours en Martinique, mais vraiment le travail qui est fait là-bas est assez remarquable, assez facilitant. Maintenant, reste à caler toutes les choses qui vont avec une organisation d'événements, c'est-à-dire tous les fichiers sécuritaires, l'accueil des bateaux, la préparation des briefings, etc. Ce qui fait quand même un bon mois de travail sur le mois qui arrive, qui va être assez intense. Bon, on rappelle aussi, Yann, que tu es aussi un marin, tu navigues, notamment parfois en TP51 ou autre. Est-ce que tu as aussi des navigations à ton programme d'ici dans les semaines à venir, ou là ça focus complètement sur cette Transat Jacques Vabre? Eh bien, effectivement, je vais naviguer, je vais faire les voiles de Saint-Trope sur le Wally 107 de Paprec. Et puis, après la Transat Jacques Vabre, début janvier, la Roque transatlantique, histoire de ne pas perdre le contact avec la navigation. Et sur le même bateau? Sur le même bateau, oui. Et un petit mot pour finir, Yann, tu es directeur de course de la solitaire, tu travailles avec Francis Le Goff sur la Transat Jacques Vabre. Est-ce que à force d'accompagner ces courses, est-ce que parfois ça te titille d'y participer toi-même? Est-ce qu'on pourrait te voir un jour au départ d'une solitaire, d'une Transat Jacques Vabre? Ah, c'est une bonne question. Alors sur la solitaire, oui, ça me titille. Et moi, je suis très admiratif de ceux comme Hugo Dallène, Julie Simon ou d'autres qui viennent qu'une année avec peu de budget. Moi, c'est vrai que je mets un poids assez important sur l'aspect sportif, hein, et que j'envisagerais pas de faire une solitaire si j'étais pas sûr d'avoir 3 ans à dédier, à consacrer à ça, parce que pour performer sur une solitaire, je pense que c'est ce qu'il faut, hein. Donc ça se présentera pas de sitôt. Et puis faudrait que je reprenne un petit peu la préparation physique pour pouvoir aborder ça de manière sereine, ce qui n'est actuellement pas du tout le cas. Et après, sur une course océanique, pourquoi pas pour l'instant, entre le TP52 et le Wally 107, j'ai un programme de navigation qui me permet de faire à la fois la navigation et puis à la fois mes activités professionnelles. Donc, je trouve un certain équilibre. Bon, en plus, il y a pire comme bateau pour naviguer. Écoute, Yann, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve sans doute dans un mois du côté du Havre, d'où sera donné le départ le 29 octobre de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 134e épisode de Pause Report. Bonne journée, Yann, merci. Eh ben, merci à toi, Axel, et bonne journée à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!